Bon, Valls, bah voilà, j'aurais aimé qu'on parle de Manuel Valls. Étienne Chouard, que dire sur Étienne Chouard? Alors, c'est bien, il y a eu deux questions. La deuxième, c'était de savoir ce que j'en pensais. Et la première, c'était de savoir si je le connaissais. Et justement, la première amène un petit peu la deuxième, parce que oui, je connais Étienne Chouard. C'est quelqu'un que je considère être un camarade, quelqu'un avec qui j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. S'il y a un modérateur dans le live encore présent, il pourrait envoyer le lien de la vidéo qu'on a fait ensemble. Étienne Chouard, c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je fréquente voilà, à peu près mensuellement. Il y a des fois, il y a des dîners, on se croise des choses. Et je suis un peu emmerdé, puisque contrairement à tous ceux qui vont le critiquer et souvent se poser la question, est-il oui ou non antisémite? Est-il oui ou non négationniste? Moi, j'ai déjà la réponse. Je sais qu'Étienne Chouard n'est pas négationniste, parce qu'on a déjà discuté du sujet ou de sujets qui étaient liés, et à de nombreuses reprises, il a prononcé sa croyance à la fois dans l'extermination des Juifs et dans les méthodes qui ont été utilisées. Du coup, à titre personnel, je n'avais absolument aucun doute concernant son non-négationnisme. Donc la question que je me suis posée, c'était de savoir comment est-ce qu'il avait pu dire une telle connerie. Ce que je pense de tout ça, je pense pas mal de trucs, on va dire dans le désordre, puisqu'on est en live. Premièrement, ce que je constate, c'est que absolument personne, n'a vu la vidéo, l'émission où Chouard fait ce dérapage. Parce que comme vous le savez, ça faisait partie d'une émission. Étienne Chouard s'est vu accorder une interview de premier choix sur le média, qui est devenue d'ailleurs une interview de premier choix. Attention, démonétisation. Donc Étienne a dit ça dans le cadre d'une émission. Et cette émission, personne ne l'a vue. Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Bah, oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Pourquoi je peux... Mais bien sûr que si. Alors, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, juste, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. Il y a un truc déconnant, là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une opinion. Moi, je suis pour qu'ils s'expriment, mais tu peux pas. C'est pas que tu es un criminel, c'est que à ton niveau. Non, mais Étienne, à ton niveau de popularité, avec ce que tu fais, avec les procès en sorcellerie qu'on te fait. Tu peux me répondre ce que tu me réponds. On est en train de dialoguer. Mais c'est quand même dingue que tu dises je trouve ça dingue que tu dises que tu ne sais pas et que tu t'as pas pris le temps de te renseigner depuis, de lire des... C'est absolument pas mon sujet. J'ai pas pris le temps du tout. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. C'est ça qui t'est reproché. Sur les chambres à gaz, mais pas du tout. Mais non, mais on te dit le confusionnisme. On parler de ça. Mais si. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz. Mais non, de donner la parole, de dire que les négationnistes sont des... Comment dire? Que eux peuvent s'exprimer. Le confusionnisme, c'est ça, c'est ce qu'on te reproche. Donc à un moment donné, il faut que sur ces questions-là, il faut que tu sois d'une grande intransigeance et d'une grande clarté. Que je dise les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Non mais juste, je peux le dire si vous voulez. Rendez-vous compte du truc. Au départ, j'étais sur Twitter, j'ai vu, on m'a dit Étienne a dit une connerie. Donc je me suis dit, ok, je vais aller voir. J'ai vu l'extrait qui, entre les différents passages, avait été re-uploadé partout, durait 1 minute à 2 minutes 30, en fonction de si vraiment les mecs voulaient être des FDP et juste isoler un bout de phrase ou s'ils voulaient prendre 2 minutes du truc. Mais quoi qu'il arrive, j'ai toujours beaucoup de méfiance dans les extraits décontextualisés. Donc je me suis dit, je vais aller voir l'émission dans son entier, El Famoso Contexte. Cela ne veut pas dire que je pars avec un biais qui dirait le contexte va forcément expliquer la connerie qu'a dit Chouard. Ça peut rester une connerie en tant que telle, mais une connerie qui a été dit dans le cadre d'une émission. Et même si tu ne regardes pas la totalité de l'émission, tu peux aller 5 minutes avant, 5 minutes après, voir si on le remet sur cette question-là et s'il se justifie après, ou dans quel contexte on l'a amené avant à y être. Et pour moi, ça devrait être un réflexe intellectuel normal de quelqu'un qui consulte une information. Et quand je suis allé sur la vidéo originale du média, sur laquelle tu es bien obligé d'aller si tu veux voir même 5 minutes avant ou 5 minutes d'après, je vois une chaîne de 188 000 abonnés, c'est-à-dire mon ratio, avec une vidéo qui fait 120 000 vues, c'est-à-dire une moyenne basse. C'est-à-dire qu'absolument personne n'y est allé. Quand tu regardes les statistiques, 120 000 vues pour un ratio de like de 60%, ce ne sont pas des statistiques du bad buzz de l'année. Tu as
Tous les journalistes en ont parlé, tous les éditorialistes en ont parlé, tous les sites de presse mainstream ont fait une homepage sur ça. Tout le monde a parlé de ça. Ça a été le scandale pendant 3 jours. Ça, 120 000 vues, 60% de likes, ce ne sont pas des statistiques d'un naufrage absolu. Non. Je te prends un exemple. Ma très prestigieuse collègue Tatiana Ventose avait bad buzzé sur une vidéo sur Bilal Hassani. Regarde les stats. Ça s'appelle un bad buzz. Et pourtant, ce bad buzz, c'était de la pisse de chat. Je veux dire, ça a fait chier 150 SJW. Il y a eu quelques milliers de rageux, certes, bien sûr, qui sont allés disliker, mais au niveau de... Je veux dire, dans les médias, il y a quoi? Il y a Mademoiselle qui a fait 3 lignes dessus. Là, Chouard, tu as l'intégralité de la classe médiatico-politique qui ouvre son museau sur la question. Tu as des millions de gens qui en parlent sur Twitter, mais factuellement... T'as une vidéo originale qui fait 120 000 vues. Je veux dire, la moindre star un peu people sortie d'une émission de télé-réalité poubelle ou le moindre mec, un youtubeur un petit peu mainstream qui va vraiment faire un shitstorm, il se tape des statistiques qui sont pas habituellement celles de sa chaîne. Là, ça n'est pas le cas. Cette vidéo a été vue majoritairement par son public. Cette vidéo n'a pas bad buzzé avant que les médias ne fassent quelque chose autour de ça, et une fois que ça a bad buzzé, les gens ne sont pas, des gens extérieurs ne sont pas allés majoritairement aller regarder la vidéo pour voir ce qui se passait. Quel était le problème? Quel était le contexte? Les gens n'ont pas eu ce réflexe d'aller voir l'émission dans sa totalité, ou au moins la vidéo qui permettait de voir 5 minutes avant et 5 minutes après. Et que nous vivons vraiment définitivement dans une société où on est sur la réaction par rapport à un court extrait. Encore une fois, ce n'est pas l'émission dans son contexte qui pourrait accorder plus ou moins de crédit à ce qu'a dit Étienne Chouard, mais c'est simplement le fait que les gens ne le fassent pas qui, moi, me pose véritablement problème. Et il y a un deuxième chiffre qui est très intéressant, c'est qu'en plus d'avoir un nombre de vues relativement moyen, cette vidéo-là, qui a donc été majoritairement vue par le public de cette chaîne, recueille un taux, au moment où je l'ai vu, de 60% de likes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public des gens qui ont vu cette vidéo, qui sont majoritairement des gens du média, majoritairement des gens de gauche, n'ont pas été choqués par ce qu'a dit Étienne Chouard. Parce qu'il y a eu un rush de rageux. On le voit quand vous voyez un rush de rageux, un rush de gens qui sont allés mettre des pouces vers le bas et balancer des messages. On le voit puisque ce sont les commentaires qui recueillent le moins d'adhésion, les plus récents, et tous ceux qui ont 1 ou 2 likes. Et puis au-dessus, vous avez les top commentaires qui aiment l'émission, et vous avez un ratio de like de 60%, en incluant les rageux, ce qui veut donc dire que c'était à quoi? 80, 90%? C'est beaucoup déjà 10% de dislikes sur YouTube. Il y a eu une écrasante majorité des gens qui regardent le média qui n'ont pas été particulièrement outrés au point de mettre un pouce en bas sur cette émission dans sa totalité. Et donc le petit Gérard Miller qui fait son malin en disant « Enfin Étienne Chouard, le vrai visage de la haine !» Parce que Gérard Miller, donc, qui nous fait les malins, qui était par exemple le patron du média et qui traite tous les chouardiens de racistes et d'antisémites, eh ben 80% de ton public du média que tu as créé, enfin en tout cas que tu as dirigé, c'était des gens qui trouvent que ça c'est totalement correct de le dire. Ça c'est le premier truc que je remarque, c'est que les gens ne vont pas déjà se documenter dans sa totalité. Ce qu'il a dit, maintenant, c'est autre chose. On va en parler ensemble. Je ne pense pas qu'Étienne Chouard ait tenu de propos négationnistes. Ou plutôt, je vais le formuler autrement. Si Étienne Chouard a tenu des propos négationnistes, cela veut vraiment dire qu'il y a eu, pour moi, une profonde modification de ce qui est censé représenter juridiquement le négationnisme, dans l'esprit de la loi. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement sémantique monstrueux. Le négationnisme tel qu'il est défini par la loi de 87 et qu'il est réaffirmé dans la loi Guesso, qu'on soit pour ou contre la loi Guesso, si on regarde l'esprit de la loi de 87 et qu'on regarde l'esprit de la loi de 90, le négationnisme, c'est le fait de nier ou de minimiser les conclusions tirées du tribunal de Nuremberg, tant concernant les morts pendant cette période, que les moyens, donc la Shoah, tant que les moyens utilisés pour mettre en place cette Shoah, c'est-à-dire les chambres à gaz. En gros, pour résumer, le négationnisme, c'est le fait d'affirmer
qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, ou qu'il y a moins eu de chambres à gaz, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait autant de morts, ou qu'elles ne servaient pas à tuer des gens, ou alors c'est le fait d'affirmer qu'il n'y a pas eu de génocide, ou qu'il y a eu moins de morts que ce que l'on dit, c'est-à-dire affirmer qu'il y a eu une non-existence, ou une existence pas au niveau auquel on le dit. Mais le négationnisme, dans tous les cas, réside dans l'affirmation de l'une de ces théories. Selon l'esprit de la loi, le négationnisme, c'est affirmer il n'y a pas eu de chambre à gaz. Il n'y a pas eu 6 millions de morts. Le négationnisme, c'est comme Forisson, comme Garaudy, comme d'autres, c'est de dire j'affirme que je ne crois pas à l'existence des chambres à gaz. Elles n'ont pas existé. À aucun moment, Chouard ne le dit. Chouard ne fait que dire qu'il est obligé de le dire. Alors que, non pas il ne croit pas, mais il ne sait pas. Et le glissement sémantique, il s'est fait là. On devait à la base criminaliser, ce qu'on peut estimer être une connerie. Moi, je vais être plus pragmatique. Je pense que toutes les sociétés ont des croyances interdites. C'est quelque chose d'anthropologiquement très profond. Mais elles n'ont pas de savoir interdit. Ce qu'on a reproché à Chouard, ça n'est pas de ne pas croire, c'est de ne pas savoir. C'est juste ça que dit Chouard. Moi, à titre personnel, je crois que la Terre est ronde. Je n'en sais rien. Je n'en ai pas le savoir. Pourquoi? Parce que je ne peux pas biter le quart du huitième d'une des équations ou d'un des raisonnements scientifiques qui permettent de le prouver. J'ai un niveau de 5e en physique et en maths. Je n'y connais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les arguments des uns, j'ai écouté les arguments des autres, et j'ai vu que les arguments des uns, ceux qui disent qu'elle est ronde, m'ont plus convaincu que ceux qui disent qu'elle est plate. Parce que ceux qui disaient qu'elle est plate ont été débunkés par les autres. Ce que dit Chouard, c'est la même chose, dans le fond, pour les chambres à gaz. Et de la même manière, pour les chambres à gaz, je crois à l'existence des chambres à gaz. Ce que je dis juste, c'est que il ne faut pas confondre la croyance et le savoir. On peut croire avec une absolue certitude que les chambres à gaz ont existé, ou avec une quasi-absolue certitude que les chambres à gaz ont existé, mais sans le savoir. Et d'ailleurs, le journaliste ne lui demande pas est-ce que tu crois aux chambres à gaz. Il lui demande absolument pas ça, il lui demande est-ce que tu as un doute. Mais tu es contraint d'avoir un doute dès l'instant où tu as un esprit critique, et que cet esprit critique n'a pas la connaissance absolue du sujet donné. C'est juste que ces deux conceptions totalement différentes, à mon sens, d'aborder ce qui est du domaine de la connaissance et du savoir. J'estime plus probable et bien plus probable d'un point de vue théorique que la Terre soit ronde, donc je crois que la Terre est ronde. J'estime bien plus probable théoriquement qu'il y ait eu un holocauste, donc j'affirme qu'il y a eu un holocauste, ou que les chambres à gaz ont existé, etc. etc. Ce glissement sémantique est extrêmement dangereux, parce qu'on va pénaliser non pas des gens qui, encore une fois, disent « je ne crois pas », mais c'est malheureux, on ne devrait pas pénaliser les gens pour ça, c'est mon avis, la loi Guesso est une connerie. Mais on a toujours eu des croyances, encore une fois, dans les sociétés, des croyances interdites. Mais on n'a jamais puni le fait de ne pas savoir. Même l'Inquisition, dans ses pires heures, a cramé des gens parce qu'ils ne croyaient pas, mais jamais parce qu'ils ne savaient pas. Pas parce qu'ils ne savaient pas lire ou qu'ils n'avaient pas les connaissances théoriques de leurs croyances, jamais. Donc on ne punit pas les gens parce qu'ils ne savent pas. Et c'est ce qu'on a fait, pour moi, avec Étienne Chouard. Le gros souci dans l'histoire, c'est qu'il y a deux soucis dans l'histoire. C'est que autant Étienne Chouard n'apporte clairement pas la bonne réponse, autant Denis Robert, lui, ne pose clairement pas la bonne question. Parce que si le but c'était de permettre à Étienne Chouard d'être clair sur le sujet, la question qu'il a posée était la pire. Elle est stupide, cette question. Est-ce que tu as un doute? Si Denis Robert avait dit « Est-ce que tu crois à l'existence des chambres à gaz ?» et que Étienne, à ce moment-là, n'avait pas répondu clairement, je me serais dit « Non seulement il est con, mais il y a un souci. » Sauf que là, c'est pas le cas. La question de départ, que tout le monde a cru, que tous les éditorialistes, les Tanguy Pastureau, les Elisabeth Lévy, les Gérard Miller, ils sont tous persuadés d'avoir entendu Denis Robert demander à Chouard « Est-ce que tu crois à l'existence des chambres à gaz ?» C'est pas ce qu'il lui demande. Il lui demande « Est-ce que tu as un doute ?» Et cette question est dramatique parce que dans la tête des gens et dans la tête de ceux qui l'ont interprété, avoir un doute, c'est l'opposé de croire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On peut croire en ayant un doute. Un doute infime, un doute léger, et un doute salutaire d'ailleurs. Parce que une croyance absolue, quand on n'en a pas la preuve empirique, parce qu'on n'a pas étudié le sujet, c'est la chose la plus saine qui soit. Hein. Il n'y a pas d'autre démarche saine. Surtout quand, comme Chouard, t'en as rien à foutre fondamentalement de cette question. Je veux dire d'un point de vue historique, la seule chose qui t'intéresse, c'est que cette chose ne se reproduise pas. Et là où c'est hypocrite,
c'est que les mecs en face qui lui reprochent de ne pas savoir ne savent pas non plus. Ils croient. Mais les 3/4 des choses que nous avons assimilées comme faisant partie de nos connaissances, ce sont des croyances extrêmement sûres. Mais ce ne sont pas, encore une fois, des choses qui excluent le doute, puisque dans une pensée critique, il doit toujours demeurer un doute. Ça ne veut pas dire que tu vas rechercher sur ce doute, que tu vas faire en sorte que ce doute, tu vois, tu dises, ah ben alors je vais forcément aller voir là. Ce doute doit demeurer quelque part pour que ton rapport à cette chose soit saine. Et ces éditorialistes qui disent qu'ils ne doutent pas, je veux dire, le petit jeune qui te dit, non mais attendez, moi j'ai vu Nuit et brouillard quand j'étais en 5e. D'accord, donc à la fin de Nuit et brouillard, je te rappelle qu'on te dit qu'à Auschwitz, il y a eu 9 millions de morts. C'est pas la version officielle. Ah ouais, mais dès l'instant où tu ouvres cette porte-là, t'es dans la porte du doute. Si le moindre des éditorialistes qui ont parlé d'Étienne Chouard s'était retrouvé en face, je sais pas, d'un écrit, par exemple de Robert Forisson, d'une théorie de Robert Forisson, une théorie négationniste, enfin un des arguments négationnistes de Forisson, il ne saurait pas y répondre. Hein. C'est pas avec votre package Nuit et brouillard, plus 2 bouquins en 5e B, que vous allez être capable de répondre à ça. Donc, ce que feraient ces gens dans ce cas-là, c'est dire, non, mais attends, je sais qu'il a été prouvé que tu as tort. Bah alors prouve-le-moi. J'ai pas lu le truc. Et là, ils se retrouveraient dans la même situation que Chouard, en fait. C'est juste que ces gens sont dans la croyance. S'ils tombent face à un contre-argument négationniste, la plupart d'entre eux seront incapables de le débunker. Ils seront juste limités à pouvoir affirmer la certitude de leur croyance. Et le fait qu'ils accordent plus de confiance aux historiens traditionnels qu'à ceux qui ont tenu des propos négationnistes. C'est tout. Mais ils n'en auraient, encore une fois, pas la preuve. Et si à partir de ça, ils ont envie de dire que, ne s'étant pas intéressés au sujet, ils n'ont aucun doute, c'est que ces gens se sont extraits de la pensée critique. Ils peuvent, encore une fois, n'en avoir rien à foutre de ce doute. Mais ça confirme que cette question « as-tu un doute ?» est complètement conne. C'est grotesque de poser cette question et de dire que c'est du négationnisme de ne pas savoir y répondre. Chouard est à la limite, mais la limite, dans une société attachée à la liberté d'expression, ce n'est pas un problème. Et par extension, ceux qu'on accuse de faire du complotisme, ceux qu'on accuse de tenir des théories du complot, etc., parce que c'est toujours sur ça que ça part, eh bien, la théorie du complot, c'est la maladie d'une démarche qui, à la base, est saine, pour reprendre ce qu'on disait. Ce sont des gens qui, à l'origine, tous ces gens-là ont dit à un moment, j'en ai marre de gober tout ce qu'on me dit. Et la démarche de base, elle est saine. Le complot donne à des gens l'occasion de résister, d'être intelligent parce que on ne la leur fait pas. Ils veulent pas gober ce qu'on leur dit. C'est hyper sain. Moi, je passe par un autre endroit et je pense très sincèrement qu'on est allé sur la Lune, mais je ne me sens pas crédule pour autant. J'arrive un peu comme ça. Quand je vois George Bush qui serre la main d'un tall white sur une photo et que donc ce tall white est censé être diriger le monde en gros, hein, c'est ce qui est proposé. Je me dis pourquoi pas, mais j'ai pas besoin de ça, moi. Voilà, j'en ai pas besoin. Je pose la question aux gens, pourquoi avez-vous besoin de trouver ça bien? Mais si ce n'est de confirmer que les Américains sont capables de ça, parce qu'ils sont capables de tout, les Américains. Ils ont préparé des mensonges à propos de tout, à propos de Cuba, ils ont préparé des faux attentats, des trucs, je parle pas de JFK, de machin. Il y a évidemment pour ne pas être complotiste, il faut pas non plus être un idiot. Mais les Américains ont cette particularité d'être des gens terribles, mais des gens qui ont fait des choses quand même merveilleuses, notamment aller sur la Lune. C'est dommage de leur enlever le joli truc. Voilà, j'ai pas besoin de ça, et je sais que c'est très important ce complot pour beaucoup de gens. Je leur laisse, mais je n'adhère pas. Et quand tu pars dans cette démarche critique, tu es obligé d'avoir un doute. C'est obligatoire en fait. Ça ne veut encore pas dire que tu le cultives. Ça ne veut encore pas, une fois, dire que tu vas en faire l'apologie dans un discours public pour inciter d'autres personnes à douter. Chouard ne l'a jamais fait. Il n'y a aucune apologie, il n'y a aucune affirmation de la non-existence des chambres à gaz. Il y a juste l'affirmation d'un homme qui conserve son droit à douter de tous les sujets
sans s'intéresser spécifiquement à ce sujet-là. Et si tu veux, il y a un deuxième glissement qui se fait après ça, qui est un deuxième argument, un deuxième glissement fallacieux. Le premier est de confondre la connaissance, la croyance et le savoir. Et la seconde, c'est de dire que le propos est l'homme. C'est-à-dire que les 3/4 des articles n'ont pas été de dire pourquoi, comment Étienne Chouard a tenu des propos négationnistes, c'est pourquoi, comment Étienne Chouard est négationniste. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un homme qui jamais dans sa vie n'avait tenu de propos pouvant prêter à ambiguïté sur cette question, parce qu'il le dit une fois, alors on lui reproche quoi? On lui reproche Alain Soral. LOL, bande de cons. Quand Chouard dit « je suis d'accord avec Alain Soral sur la lutte des classes et sur le fait qu'il y ait une oppression des pauvres, etc., bidule truc, et qui te parle uniquement de cet aspect marxiste et qui te dit « par contre, il y a vraiment des trucs que ce Soral, je trouve dégueulasse, à ton avis, de quoi il parle ?» Tu me dis, ah non, parce que Soral, lui, il trouve que le cocasse, c'est moins bon que l'orangina. De quel sujet avec lequel il peut bien être en désaccord? C'est juste que cette question de devoir s'exprimer là-dessus ne lui a jamais paru être une nécessité. Parce que c'est la première chose qu'il dit, d'où on me pose cette question. Qu'est-ce que ça fout là, en fait? On fait un deuxième glissement à ce moment-là en disant que parce qu'il dit quelque chose, il est. Moi, je veux bien. On définit ces règles-là, gens gauchistes qui hurlent sur Internet. Sauf que t'es au courant. Bon, pour la droite, pas la peine de préciser, c'est une évidence, mais que pour la gauche, en tout cas, les 3/4 des mecs sur lesquels tu te branles et dont tu n'as jamais lu un bouquin, Marx, Victor Hugo, etc., si Étienne Chouard, là, est antisémite, je sais pas ce qu'ils sont. Hein. Tu veux relire les auteurs classiques de la gauche sur les juifs? Arrêtez le 2 poids, 2 mesures. C'est absolument... Moi, je veux bien qu'on joue selon ces règles-là. Mais alors, vous êtes tous des admirateurs de penseurs antisémites. On fait ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, tout le monde à bicyclette, sauf que c'est pour ces gens-là, jamais à bicyclette, si tu veux. En fait, on va pas se mentir. Pourquoi Étienne Chouard dit ça? Voilà. La question qu'Elisabeth Lévy se pose en permanence, mais auquel elle est là sur les plateaux. Elle a été géniale, Elisabeth Lévy, parce que le champion qu'ils ont pris, donc la montagne qu'ils ont pris pour affronter le Étienne Chouard, c'est Elisabeth Lévy. Tout le monde a parlé, mais à un moment, pour faire la police de la pensée, c'est tombé sur la bonne vieille Elisabeth Lévy. Donc Elisabeth, on va répondre à ta question. Étienne Chouard a fait partie de tous ces gens qui, à un moment ou à un autre, ont baigné dans quelque chose qui s'appelle la dissidence. Un truc qui est né au début des années 2000 et qui a regroupé toute une catégorie de gens qui n'avaient qu'un seul point commun, c'est qu'ils doutaient tous de quelque chose et qui s'apercevaient au bout de quand même pas mal d'années de mitterrandisme et de chiracisme, parce que le sarkozysme n'était encore que naissant, que on prenait un peu pour des cons. Et qu'il y avait peut-être un moment où on nous disait pas toute la vérité, et où peut-être que la bonne vieille censure stalinienne n'était pas totalement emportée dans l'histoire, et que d'autres formes pour museler l'information s'étaient mis en place. Et dans les gens qui doutent, il y a des gens qui doutent de tout. Et l'écrasante majorité des gens qui sont allés dans cette dissidence-là, ou qui ont fréquenté ces réseaux d'information, qui ont, soyons clairs, été non seulement à l'origine de ce qui est devenu Internet dans la culture populaire, mais qui ont coloré, je veux dire, culturellement Internet, totalement. Je veux dire, la gauche n'est arrivée qu'avec des grands renforts de subventions du CSA ou de Mediapart, coucou nul, que très très tard, dans le terreau politique, ils sont très mauvais et personne ne les regarde. Mais la droite qui a tenu ce truc-là culturellement, cette dissidence-là, que vous aimez appeler droite, ça a regroupé des gens, qui d'ailleurs n'étaient pas tant unifiés que ça, puisque ça a éclaté, qui avaient juste en point commun de vouloir peut-être avoir accès à d'autres sources d'informations pour pouvoir ensuite faire leur propre point de vue. C'est quand même hallucinant que 99% des gens que tu rencontres dans ces milieux alternatifs soient des gens fondamentalement humains et fondamentalement juste dans le doute, c'est-à-dire dans le fait de ne pas vouloir avoir d'a priori et donc de ne pas juger les autres, et qui sont accusés d'être des gens qui croient tout. C'est-à-dire qu'on a fait des gens qui ne croient en moins de choses que les autres, des gens qui ne croient en rien, et maintenant des gens qui croient en tout. Et c'est complètement délirant. Et donc Étienne Chouard a évolué dans ce mouvement, et il y avait des gens qui croyaient qu'on nous avait un peu menti sur la guerre en Irak. Et il y avait des gens qui croyaient qu'on nous avait un peu menti sur les ventes d'armes en Libye. Et des gens qui disaient qu'on nous mentait un peu sur la Syrie. Et d'autres qui disaient qu'on nous mentait peut-être un petit peu sur l'euro. On nous disait à l'époque que, je vous rappelle que tous ceux qui ont connu l'Internet et le débat politique dans les années 2000, quand tu disais à la télé que tu parlais de lobby, Laurent Geoffrin jetait son papier et partait en hurlant. Et il y avait des vidéos pour t'expliquer que les lobbies n'existaient pas. On en était là dans le niveau de désinformation. Il y a une minorité dans tous ces gens qui ne croient pas en plein de trucs, qui ne croient pas à des théories, qui ne croient pas à plein de choses, les gens qui remettent en cause l'existence des chambres à gaz, qui sont factuellement une écrasante minorité. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme on le sait, les algorithmes, les réseaux d'information finissent par se recroiser entre eux. Et que donc ces gens qui regardaient de moins en moins la télé ont vu passer plein d'informations sur des croyances remises en question. Donc, bien sûr, que quand tu
tu circulais dans ce web des années 2000, tu tombais sur Forisson. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as lu ou tu t'y intéressais. Étienne Chouard, c'est juste un mec qui a dit, sur ce sujet comme sur d'autres, je vois qu'il y a eu la production de contre-études intellectuelles. Visiblement, ces contre-études intellectuelles ont été débunquées par les autres. Ah oui, mais après, les autres ont répondu. Et les autres ont répondu. Et les autres... Wouhou, j'ai autre chose à foutre. Et c'est tout. Il n'a pas voulu. Bien sûr qu'il a lu des livres et qu'il a vu, parce que c'est hallucinant de dire ça. Mais bien sûr. Après, ce qui est totalement débile de la part de Chouard, c'est de ne pas avoir compris qu'en dépit du fait que la formulation de la question lui semblait délirante, c'était pour lui une occasion de montrer, entre guillemets, ce qu'il est réellement, qu'il aurait dû saisir, en fait. Et le problème de Chouard, c'est que il est tellement plus intéressé par le fait de produire de la réflexion que par le fait que les gens croient ceci ou cela de lui, dont il a finalement très peu à foutre, qu'il part sur le mauvais terrain. Alors qu'en fait, il fallait éluder la question en 10 secondes en répondant oui, puisqu'il avait décidé d'aller dans ces émissions-là, qu'il avait décidé de populariser son message. Donc, bon, c'est un manque de tactique, en fait, et une incroyable maladresse dans la formulation. Là où Chouard est par contre très con, c'est à la fin. C'est quand il va affirmer... Si cette histoire de chambre à gaz ou négationnisme, je ne sais pas si négationnisme ne concerne que les chambres à gaz, si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis, comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Là, c'est extrêmement con. C'est extrêmement con parce qu'il fait, comment dire, un biais, qui est réellement son biais qu'il fait dans cet entretien-là. Ce biais, c'est qu'en réalité, vu que lui a été confronté à l'existence, parce qu'il ne s'y est pas intéressé, d'une multitude d'autres versions de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est parti du principe que s'il y a des mecs qui ont répondu au premier, et des premiers qui ont répondu au second, et d'autres qui ont répondu, et d'autres qui ont répondu, si tout le monde continue à se répondre, en gros qu'il y a un débat négationniste ou révisionniste, cela signifie donc nécessairement qu'il y a des zones d'ombre et que les choses ne sont pas claires. Mais en fait, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on continue d'avoir un débat ou que des gens continuent d'avoir un débat qu'on n'a pas objectivement et factuellement fait le tour, en réalité, de la question. Il y a toujours des gens qui continuent à penser que la Terre est plate. Alors que, d'un point de vue scientifique et rationnel, on est au clair sur cette question depuis Galilée. Donc, il fait un biais qui est de dire, si il y a des gens qui continuent à avoir débat, c'est qu'on n'est pas arrivé à la conclusion définitive. Non. En fait, c'est une liaison qu'il fait qui est fallacieuse. Mais si on est un peu honnête dans la façon dont on regarde cette vidéo, on voit bien qu'il trouve lui-même, donc Étienne Chouard, que penser qu'il puisse être négationniste est absurde. Il le dit. Mais quoi? On me reproche à moi d'être négationniste. Il ne comprend même pas, puisqu'il ne l'est pas. On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? Donc ils ont envoyé Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy, alors, comme d'habitude, on est à un niveau intellectuel vraiment... Et Elisabeth Lévy, c'est l'incarnation même du complotisme anticomplotiste. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a ce que me dit Raphaël aussi, c'est ce que je dis, la façon dont je le présente, ça peut être pris par des antisémites comme une pensée en renfort. Mais je peux pas... Si vous voulez, moi je voulais dire que la pensée en blanc et noir, y compris parce que la lutte des classes est peut-être une grille explicative, mais elle ne suppose pas que vous pensiez que n'importe quel patron est un salopard qui exploite ses ouvriers. Si vous voulez, ça ne suppose pas, parce que vous auriez une grille de lecture marxiste des forces sociales qui s'opposent, que vous essentialisiez des personnes. Là, par exemple, elle te raconte n'importe quoi. C'est du domaine de la paranoïa. Ce qu'elle est en train de te dire, c'est
à la différence des autres théories, comme par exemple la lutte des classes, qui désigne un méchant ou un responsable des malheurs du peuple, la différence qu'il y a entre toutes ces théories et l'antisémitisme, c'est que dans l'antisémitisme, on voit derrière chaque juif, il y a une essentialisation absolue, où on voit derrière chaque personne, sans aucune nuance, un comploteur, quoi. C'est-à-dire que l'antisémite serait quelqu'un qui s'imagine systématiquement que Moshe, qui travaille au Lidl en bas, le soir il rentre chez lui, il sort son petit habit de comploteur et il va comploter. C'est complètement délirant. C'est complètement complotiste. Puisque tu cites Alain Soral 37 fois dans ton émission, donc qui semble être le parangon de l'antisémitisme, Alain Soral, même lui, il te dit, tous les grands penseurs antisémites ont reconnu que le juif du quotidien que tous les juifs n'étaient pas un grand banquier qui se réunissait en réunion de juifs dans des caves juives pour discuter entre juifs, et que tous les soirs, Moshe, employé de bureau du tertiaire, il mettait sa kippa et il allait comploter. C'est ridicule. Mais elle fait du complotisme de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'elle s'imagine que l'antisémitisme, qu'elle estime être probablement à des millions de gens en France, c'est ça. Donc c'est un délire paranoïaque. Et le ridicule est atteint par le présentateur de télé, donc de l'émission de radio, qui à un moment dit à Étienne Chouard, mais vous dites que vous n'avez pas lu le livre sur le sujet. Ce qui était quelque chose de très maladroitement formulé de sa part. Et il lui dit, mais il n'y a pas besoin de lire, vous n'avez pas vu, comment il dit, vous n'avez pas vu La vie est belle de Roberto Benigni? Et là, Étienne, il va pas relever, il va pas lutter, mais quelle connerie! C'est pas une œuvre scientifique, c'est une comédie italienne. C'est pas un témoignage de réfugié, c'est pas un plan, c'est pas un travail d'historien, c'est une putain de comédie avec Roberto Benigni, qui est excellente d'ailleurs. Donc le mec, il te dit, vous croyez pas, vous croyez pas que Jeanne d'Arc, elle a été brûlée? Vous avez pas vu le film de Luc Besson? C'est pareil. C'est absurde. Vous aussi, vous ne savez pas, vous croyez. Donc c'est très bien, tout le monde croit autour de la table. Alors, il n'y a pas eu que Elisabeth Lévy, il y a eu l'inénarrable Tanguy Pastureau, un collègue humoriste. Enfin, humoriste. Ses chroniques contribuent à peu près autant à la discipline humoristique qu'un discours de Serge Ayoub au mémorial de la Shoah. Bref, Chouard est interviewé par Denis Robert, le journaliste qui envisage sa vie sans peigne, qui lui demande s'il doute de l'existence des chambres à gaz, parce que le gonze entretient la confusion. Non. Tiens, Fly Rider, le couillon qui à l'époque des Gilets jaunes se filmait dans sa buanderie en se prenant pour Robespierre. Pareil. Voilà. Tous les éditorialistes sont allés nous sortir que, regardez, ils ont présenté Étienne Chouard comme le chef de file des Gilets jaunes. Parce que c'était ça le but. C'était de niquer du Gilet jaune. Et donc, pour terminer sur Étienne Chouard, parce qu'on va terminer avec ça, on a quand même eu le quequistan absolu de Twitter qui a décidé de se prononcer sur la question. C'est-à-dire que toutes les petites chattes de Twitter sont allées se mettre à ça. Mendes France qui a commencé, alors lui, Tristan Mendes France, et qui vient au secours de Chouard. Ça ne va pas trop vous surprendre. On dirait qu'il fait des titres de minéo putaclic, 5 trucs qui vont vous étonner, tu sais, sur YouTube. Alain Soral officiel, bien évidemment. Ah oui, alors ça, mais c'est pas parce qu'Alain Soral vient à son secours que ça veut dire qu'Étienne Chouard... Ça s'appelle un sophisme par association. Ça s'appelle un sophisme par association, c'est-à-dire que c'est con. C'est que ce n'est pas une façon de penser, en fait. Mais je vais pas taper, je vais pas m'acharner contre Tristan Mendes France, parce que vraiment, moi, je suis vraiment dans l'empathique, quoi. Porter un nom aussi prestigieux avec un QI à 2 chiffres, c'est quand même un truc qui doit être très très dur à vivre au quotidien. Donc il faut aussi être dans le compassionnel. Il y a Schneiderman. Schneiderman, alors lui, il est fabuleux. Schneiderman, accablant, tous ceux qui laissent à Chouard depuis des années le bénéfice du doute le pourront-ils encore? Bravo à Denis Robert d'avoir fait ce que j'aurais dû faire aussi depuis longtemps, mais je n'étais pas sûr d'arriver à rester calme. C'est-à-dire, le mec, il te dit, je suis désolé, je voulais vraiment ouvrir ma gueule, mais si je l'avais fait, octogone, donc je peux pas, si tu veux. Il m'aurait fait une bordel, j'ai le droit, je lui aurais mis une gauche-droite des valeurs et ce serait mis en PLS. Non, et le mec est en train de te dire, si je pouvais y aller, mais c'était RDV Gare du Nord. Donc... Oh, c'est quand même dingue. Il est très très fort. Mais il laisse le choix parce qu'il est humble. Il te dit donc ou bien Étienne Chouard est profondément pervers, ça c'est 4 tweets après quand il se remet en cause. Ok, je veux bien. Ou bien totalement neuneux. Je lui laisse la chance entre être soit un pervers, dire que lui est un pervers, putain.
ou un débile. Je peux comprendre qu'après tant d'années à la télé, t'aies peut-être une conception de la perversité et de l'intelligence qui soit différente de celle des autres, mais c'est quand même chaud, quoi. Et t'as bien sûr Conspiracy Watch qui font un thread. Alors ils font le thread. Le thread, c'est quand ils vont t'expliquer en 14 chapitres pourquoi ils ont raison. L'opération de blanchiment d'Étienne Chouard initiée par Denis Robert sur le Média TV ne tourne pas tout à fait comme prévu. Denis Robert, est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Étienne Chouard, ce n'est pas mon sujet, je n'y connais rien, bien sûr en coupant tout. Fabuleux, ils te font un thread, 14 articles, des réflexions, des penseurs, des remises en cause, ça fait la moitié de Twitter. Le seul problème, c'est que ça commence comme d'habitude par un argument fallacieux. L'opération de blanchiment d'Étienne Chouard. C'est un biais. D'où vous partez du postulat que l'invitation par Denis Robert sur le Média TV est une opération de blanchiment. Parce que vous êtes dans votre truc de droitard, que les gauchistes, communistes, complotistes qui travaillent avec l'extrême droite nazie, et que c'est eux qui vont renverser la gentille République en marche. Parce que c'est pas une opération de blanchiment. Toute la complosphère est en train de caillasser Denis Robert, c'est pour ça que Chouard l'avait défendu en premier lieu, en disant il l'a piégé. Il n'y a aucune complaisance dans cette interview de Denis Robert. Et l'autre, il interprète ça comme une opération de blanchiment. Donc je parlais avec Conspiracy Watch, 18 pages, mais qui servent à rien, puisque la première est une fake news. Bravo, El Famoso. Vigie contre la lutte contre les fake news. Éric Nolot, mon préféré, le maître à penser d'une fraction des Gilets jaunes et de la France insoumise. Donc lui, amalgame Gilets jaunes, et surtout FI. Vous avez oublié FI. Apprenez à tapiner correctement. Toujours en plein exercice de crypto-négationnisme. Il parle comme BHL, on ne sait pas pourquoi. Toujours pas de problème. Donc crypto, c'est quand ça l'est pas, mais ça l'est quand même, je rappelle. Toujours pas de problème. Allô, la France insoumise et les Gilets jaunes vont nous envahir. Ce sont des nazis. Vite, fermez vos fenêtres. Étienne Chouard, figure écoutez des Gilets jaunes accusés de négationnisme. Je veux bien l'argument, Eric, on parle pas avec la haine, il faut pas, il y a une limite, etc. Mais... comment dire, tu serais peut-être plus pertinent à le faire si tu n'avais pas passé 10 ans de ta vie à faire du pognon avec Éric Zemmour et faire un bouquin avec Alain Soral. C'est juste là où ça coince, si tu veux. Et voilà, quoi. En fait, le problème de Nolo, c'est que c'est pareil que pour le petit... pour faire du sort, le petit psy, là. C'est que quand tu es un intellectuel du Café de Flore, biclassé Grèce Godache chez Hanouna, tu as le droit, toi, d'aller dans les dîners où ces gens-là vont pour discuter avec les gens qui tiennent ces propos-là. Mais par contre, quand c'est le prolétaire de la France insoumise ou des Gilets jaunes qui, lui, va écouter ces gens-là, alors là, c'est danger parce que ce sont des pauvres et qui vont nous faire du mal. C'est typiquement l'incarnation absolue du mépris de classe parce que ces gens fréquentent ces dîners et écrivent des bouquins avec ces gens-là. C'est exactement pareil qu'Ardisson qui a fréquenté tous les dîners négationnistes des années 80 où il était fier d'exposer ses collections de Mussolini, qui maintenant va en faire 10 fois plus que les autres sur ces questions-là. C'est vraiment les plus mauvais donneurs de leçons qu'on pourrait avoir. Après, il est évident que Chouard, dans l'absolu, dit une connerie. De là à dire qu'il tient des propos ouvertement négationnistes, ça me paraît du domaine de la surinterprétation. Et ce que je dis juste, c'est que il n'y a pas eu que, cette affaire, comparée à ce qu'elle a fait en vue réelle, a été artificiellement montée de toutes pièces pour couler quelqu'un. Et que, deuxièmement, il y a un procès d'intention, je le maintiens, ouvertement visible, avec un jugement qui n'est absolument pas neutre. Enfin neutre, un jugement n'a pas à être neutre, mais qui n'est pas équitable et qui n'est pas honnête. Et ce procès d'intention, tu le vois dans la façon dont la LICRA avait lancé le truc. La LICRA, il commence, attends, je l'ai l'article de la LICRA. Déjà, il commence Étienne Chouard sur la question des chambres à gaz. Étienne Chouard a achevé de sombrer. Donc déjà, dans le genre confession du procès d'intention, t'as pas mieux. Et il y a une phrase qui est magnifique. Attends, elle est « Ceux qui ont tenté de le dédouaner depuis des années pour des raisons idéologiques, les gens comme toi et moi, sont aussi responsables du brevet de notoriété et de moralité qu'ils lui ont ainsi délivré, banalisant les thèses conspirationnistes dans l'opinion et même dans les isoloirs. » C'est-à-dire que les gens qui regardent les vidéos sur la constitutionnalité faites par Étienne Chouard sont responsables du Rassemblement national, premier aux européennes et second face à Macron. Et ces gens-là sont ceux qui font des procès en complotisme aux gens qu'ils accusent d'être délirants quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est là où c'est emmerdant.
c'est là où c'est un peu emmerdant. Personne n'est responsable de rien, Khalifa. Ah non, c'est Khalifa, c'est le CRIF. Jakubowicz, ou je sais pas qui, donc je vais dire la LICRA. La LICRA, personne n'est responsable de rien. C'est dingue, quoi. Ils te disent, Denis Robert ne se satisfait pas de cette dérobade. C'est quoi ce choix de mots de dérobade? C'est quoi ce langage, ce registre de langage de roublard à Donjons et Dragons? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Dérobade, compétence plus 20, va te faire enculer. Donc il est parti pour une nuit médiatique et un brouillard antifasciste. Nuit et brouillard, c'est pas ce que je lui aurais souhaité. À Étienne, je lui souhaite juste beaucoup de courage parce que cet homme est un des hommes les plus humains que je connaisse pas. C'est-à-dire qu'on dit tous ça, ah mon grand ami, mais non, ce type, quelqu'un peut raconter autour d'une table qu'il lui est arrivé un truc quand il était môme, Chouard, il pleure, il connaît pas la personne, il pleure. Ce type est fondamentalement à centrer toute sa vie à éviter les pires catastrophes de l'humanité. La Shoah est pour lui l'archétype de ce qu'il veut éviter. Enfin, c'est consternant. Et tous ceux qui lui crachent à la gueule n'ont pas le quart du 8e, du 100e de l'humanité d'Étienne Chouard. Parce que Étienne Chouard, quand il se fait, quand tout de suite on lui tombe sur la gueule, qu'est-ce qu'il répond ? Je voudrais remercier Denis Robert et Mathias Enthoven qui m'ont offert ce jour-là une possibilité de m'expliquer publiquement sur les controverses qui circulent à mon sujet. Et je souligne que je prends leur invitation et cet entretien comme des actes à la fois exigeants et non malveillants. Je trouve que la plupart des commentaires sous la vidéo qui s'indignent des conditions de l'entretien sont des contresens. Denis et Mathias cherchent à comprendre honnêtement qui je suis en se parlant à cœur ouvert et a priori. Sans a priori, pardon. La première chose qui vient à l'esprit d'Étienne Chouard quand il y a le shitstorm, c'est de protéger les deux mecs qui viennent de sonner sa mort médiatique. Ce type a une vision christique des choses. C'est pour ça que je ne veux pas faire dans le délire mystique. Mais si cette société arrive à faire passer cet homme, qui est l'incarnation de l'humanité, de la bonté et de la dévotion aux autres, pour un monstre, notre société n'a plus d'éthique. Je ne parle pas de morale, hein, Jean Gauchiste. Je te parle d'éthique. Va lire Spinoza pour la différence. C'est terminé. C'est fini. Qu'on fasse passer un mec comme Soral qui ne peut pas parler un quart d'heure avec quelqu'un sans le traiter de connard, c'est une chose. Mais qu'on fasse passer quelqu'un qui, en plus de ses idées et de son combat, est un modèle d'humilité, de vertu et de gentillesse. Pour un monstre, enlève la vertu, elle était de trop. C'est qu'on est une société fondamentalement malade. Oui, non, mais ils font l'amalgame tout le temps, c'est voilà, parce qu'en fait on le fait chier, parce que Soral, quoi. Mais... Ce qui est génial quand tu écoutes ces gens-là, c'est que tu as toujours l'impression, tu sais, que l'antisémitisme est le truc commun de tous les gens, de la dissidence, tu sais. Ils sont tous antisémites, ces gens-là. Tous. T'as l'impression que c'est la porte d'entrée. Le négationnisme... c'est le boss final de la dissidence, en fait. C'est pas la porte d'entrée, c'est le dernier boss des internets de la dissidence. C'est quand t'es au dernier level, même le 18-25, il trouve que je pue la merde. T'es au dernier des levels, en fait. Attends, j'ai pensé à toi, j'ai parlé de toi ce matin, de ma copie de bac sur les médias et le gouvernement. Dans ta copie de bac? Mais non, mais le but, c'est de l'avoir. T'es con, pourquoi tu me cites? Tu veux pas commencer à... Dans une première partie, nous verrons le point de vue d'Alain Soral sur la question. Dans la seconde, Greg Tabi... Mais t'es malade. Arrête, éloigne-toi très vite, trouve un emploi stable, sois médecin. Comme disait un grand homme, Apollo Creed, soyez médecin, soyez avocat. Hein, arrêtez. Non, arrêtez ces conneries.